Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette troisième invitation au voyage, déjà troisième étape. Alors, la première étape permettait de rencontrer Elsa Greter, la violoniste, et puis son luthier, Jonathan Marolles. Ils se connaissaient tous les deux, alors que dans l'étape numéro 2, eh bien, les deux personnages ne se connaissaient pas. Les deux invités, qui étaient Reinhard von Nagel, le facteur de clavecin, et Andreas Becker, l'écrivain, tous les deux allemands d'origine, mais émigrés, hors de leur pays. Je vous conseille d'aller écouter cette rencontre et je dirais même ces deux premiers épisodes si vous n'avez pas encore eu la possibilité, l'occasion de le faire. Alors aujourd'hui, eh bien, soyons très clairs, les deux invités ne se connaissent pas non plus. Il s'agit d'Anne-Marie Réby, qui était productrice radio et puis qui est productrice de concerts, et Alain O'Haraud, qui est guitariste et poète. Tout cela va se faire en 3 temps, comme les épisodes précédents, bien sûr, dans le même décor. Autrement dit, un portrait d'Anne-Marie, un portrait d'Alain, et puis ensuite, on les retrouvera ensemble autour d'un thème, un thème qui aura rapport avec la couleur. Anne-Marie Réby, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que je vous présente ? Comme productrice radio, comme productrice de concerts ? Est-ce que vous vous souvenez de 1999, de l'été 1999 ? C'était une date ? Ah oui, c'est peut-être pas la meilleure de ma vie. Et pourquoi ? Il faut en parler. Oui. Oui, parce qu'elle a tout changé aussi. Oui, bien sûr, ça a tout changé, tout. Oui, de ma vie personnelle et ma vie professionnelle, oui. J'étais à ma 15e année de radio. Je travaillais à Radio France, donc depuis 15 ans. Et à France Musique. Et donc, on m'a demandé de partir le 15 août de 1999. Voilà. On se retrouve, comment dirais-je, violemment éjecté et on se demande ce que l'on va faire, j'imagine. Ça dure 1 minute 30, après 15 ans de bons et loyaux services, comme on m'a dit. On sort de la maison ronde et on est un peu sonné, en fait. Voilà, alors les gens réagissent plus ou moins violemment, plus ou moins tendrement. Moi, ça a été un flot de, de larmes pendant 3 semaines. Et puis, on se demande où on va pouvoir exprimer une parole musicale, ou en France, ou dans un pays francophone, proche de chez nous. Et en tous les cas, en France, je n'ai pas vu de lieu précis où on pouvait continuer ce métier qui s'appelle producteur délégué de Radio France et de France Musique. Et voilà, donc en fait, on pleure parce qu'on est un peu abandonné, en fait. C'est difficile d'être abandonné. Rejeté. Oui. Oui, projeté. Ah, c'est drôle, je dis rejeté, et vous comprenez projeté. Ah. C'est beau, ça. Oui. Ah, c'est beau. Oui. Matière à réflexion, en tous les cas. Oui. Le canapé est là. Oui. Et puis, voilà. Alors, après, je pense qu'il y a aussi des moments de la vie que je ne suis pas tellement pour le hasard de la vie. Je pense que tous, et en vieillissant, on s'aperçoit, je pense, de plus en plus que tout est imbriqué, que les petits moments où on prend des décisions, où on est forcé d'en prendre aussi, voilà, ce sont des ricochets. Voilà. Et ça prend sens au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, voilà. Alors j'aime bien, tout à l'heure, vous parliez de parole musicale, où porter cette parole musicale. Et justement, je trouve que moi j'ai souvenir de vous et de vos émissions dans Blanc et Noir à France Musique pendant des années. On se connaissait à ce moment-là, on était même collègues, mais je me souviens aussi que de la toute première de ces émissions, comme de la toute dernière. J'ai envie de parler d'abord de la première émission, en Blanc
blanc et noir. Comment est-ce qu'on arrive là? Comment est-ce qu'on devient productrice à Radio France? Pourquoi? Qu'est-ce qui est le moteur intérieur? La parole, la musique ou la parole musicale? Je dirais dans mon cas, en tous les cas, parce que je crois qu'il y a tellement peu de producteurs à France Musique que chaque cas est particulier, bien sûr. Donc, je pense que dans mon cas personnel, ça a été un mélange de plusieurs choses qui m'ont porté vers France Musique. D'abord, il y a eu ce doctorat que j'ai passé à la Sorbonne avec un directeur de thèse qui était Claude Noisette de Crozat. Tiens. Et qui faisait des émissions sur France Musique. Et sur l'orgue. Et notamment. sur l'orgue, bien sûr. Ouais. Et moi, j'ai fait un doctorat sur l'orgue. Et puis, un doctorat, ça prend du temps. Donc, à la Sorbonne, j'y ai passé 7 ans, 8 ans, 9 ans. Voilà, oui. Donc j'ai passé un doctorat de 3e cycle. Et puis, après, Claude m'a dit, mais tiens, est-ce que ça t'intéresserait de faire de la radio ? Alors, moi, j'écoutais France Musique, mais de là à imaginer qu'un jour, j'aurais pu me retrouver dans le bocal. Oui, donc, je comprends, oui. C'était pour moi complètement inenvisageable. Alors j'ai dit oui, faire de la radio, oui, mais enfin, ça dépend quoi. Et puis j'étais vraiment très peu sûre de moi et encore moins de ma parole. Donc c'était compliqué dans ma tête. Et donc j'avais à l'époque 26 ans. 27 ans, quelque chose comme ça, oui. Et donc, Claude faisait des émissions, et un jour, il m'a dit, écoute, je vais faire une émission ce soir, donc je passe te prendre, et puis juste pour voir comme ça l'ambiance, est-ce que ça te plairait voilà, parce qu'il y a deux, trois personnes qui sont parties, 2-3 producteurs qui sont partis, et nous recrutons 2-3 producteurs. Bon, alors je suis allée avec lui pour le concert du soir qu'il présentait. Et puis, je me souviens, il s'agissait d'un concert de musique baroque qui n'était pas vraiment ma spécialité, musique allemande, baroque. Et au moment alors, il a diffusé le concert et après, il m'a dit, 30 secondes avant de reprendre l'antenne, c'est à toi de désannoncer. Et alors, moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire, désannoncer. Alors, il m'a dit, tu vas prendre la liste, là, et puis tu vas dire, nous avons écouté telle chose, interprétée par... Et il y avait là le chef de l'équipe de Claude, puisqu'à l'époque, ça fonctionnait comme ça. Il y avait une équipe de producteurs avec un chef d'équipe, et ça tournait. Voilà, et c'était Philippe Morin, qui s'occupait des... Qui fut producteur longtemps à France Musique. Très longtemps, oui. Qui s'occupait des vieilles cires et qui détoquait ses 33 tours, ses 78 tours, pardon. Producteur jusqu'en 95, Philippe Morin, oui. Voilà. Effectivement. Et en fait, j'ai désannoncé avec les jambes qui tremblaient, le cœur à 140, avec un grand sourire. Et Philippe Morin m'a dit, c'est parfait. Voilà, et c'était parti pour 15 ans. Donc au début, j'ai fait quelques émissions, des concerts qu'on m'a demandé de présenter. Le midi, je faisais tous les concerts de midi, voilà. Et puis après, il y a eu cette émission, effectivement, en blanc et noir, qui m'a énormément apporté, mais à laquelle je n'étais pas du tout prédestinée. J'ai choisi avec vous l'œuvre
mais pas forcément l'interprétation. Alors, Love, c'est la Hammer-Clavier, la grande sonate opus 106 de Beethoven, au piano par François-Frédéric Guy, on va en reparler dans un instant. Quand je parle d'interprétation, c'est qu'il l'a enregistré 3 fois. Et j'ai pris la première version. Moi, je me souviens de ce disque-là qui m'est arrivé comme un coup de pistolet au milieu d'un concert. J'ai écouté ça, je me suis dit, tiens, il n'y a pas que Richter. Voilà. Et ça, c'était enregistré à la fin des années 90, hein, je crois en 97, 96. C'est sorti en 97. Voilà. Et donc, pourquoi François-Frédéric Guy ? Parce que j'ai aussi un souvenir personnel. Le dernier concert d'En Blanc et Noir que vous évoquiez tout à l'heure, en 1999, c'était fin juin, c'était en public. J'étais assis à côté de lui. Il me dit « Ah là, elle est bonne, hein, mais pourquoi est-ce qu'il la vire ? C'est vraiment des... » Bon, voilà. Et depuis, il y a eu une autre histoire, je crois, hein, Anne-Marie Réby. Oui, alors c'est très émouvant déjà d'entendre ce début de la Hammer-Clavier. Pour faire court, je disais que je n'étais pas prédestinée du tout à présenter quotidiennement une émission de piano. Eh oui. Que, en fait, Claude Samuel m'a convoqué un jour dans son bureau. C'était le directeur de la musique à Radio France, voilà. Et il m'a dit, écoutez Anne-Marie, j'ai une proposition à vous faire. On va inventer une émission de piano quotidienne. Est-ce que vous aimez le piano ? Me dit-il, très sûr de lui. Et moi, je lui réponds, vous savez, le piano... c'est pas tellement mon truc. Moi, j'ai fait 20 ans de violon, j'adore les cordes, et je connais pas bien le piano, mais bon, après tout, moi j'aime bien apprendre, donc pourquoi pas ? Alors, il était un peu étonné de ma réaction, et ça l'a intéressé en fait. Donc, il m'a dit, mais allons-y. On se lance, on fait 1 mois ou 2, et on voit. Et puis voilà, j'ai commencé, j'allais beaucoup aux concerts, donc j'aimais beaucoup découvrir des jeunes musiciens. Donc au départ, c'était de porter une tribune à des jeunes musiciens talentueux. Donc j'allais aux auditions du Conservatoire de Paris, j'allais dans des concerts privés, etc. Et puis j'ouvrais mes oreilles. Et ils sont tous passés par là. Tous les disons jeunes que de l'époque. Oui, je suis assez contente parce que enfin pas tous, parce que finalement j'ai organisé plus de 450 concerts. Donc voilà, je n'ai pas suivi après le déroulement parce qu'il y avait aussi des musiciens étrangers qui passaient en France, dont je profitais de la présence pour les inviter. Et François-Frédéric Guy est passé par oui, alors ah bah oui, il faut y arriver. Oui. Alors, parmi ces pianistes, effectivement, il y en a un que je n'invitais pas et qui, paraît-il, ses amis me l'ont raconté plus tard, trépignait. C'était François-Frédéric Guy. Donc, c'était un pianiste qui sortait du Conservatoire de Paris, comme ses camarades Claire Désert, Emmanuel Strosser, Nicolas Angelich, voilà. Et puis, un jour, on me demande de décentraliser l'émission à la Roque d'Enterron. Et je me dis, bah, tiens, c'est le moment d'inviter François-Frédéric Guy. Donc, je l'appelle, je lui propose, pour des raisons, peut-être qu'il vous expliquera un jour, ce n'était pas si limpide, il ne pouvait pas venir au départ. Donc voilà, finalement il vient, on le fait jouer sur un tracteur, puisqu'il n'y avait pas d'espace arrangé, organisé à l'époque. Ça se faisait souvent à l'époque. Voilà. Oui. Et je me souviens d'ailleurs de ce moment, je fais une digression, parce que c'était intéressant, il avait joué du Schubert, et après une lecture de Dante, et Zacharias, Christian Zacharias, qui était un de mes pianistes vraiment... préféré de l'époque, passait à côté du camion de France Musique, et puis il entend ça dans le camion, il monte, il me dit, mais je peux écouter? Alors je lui dis, mais oui, allez-y. Voilà, et il a écouté toute la sonate de Schubert par François Frédéric, et il est allé le voir, il avait dit des tas
belles choses sur son interprétation. Bref, voilà. Et ça, c'était le première rencontre. C'était donc en 95. Et quelques années plus tard. Et en fait, il y a eu ce disque en 96. Pourquoi? Parce que en 96, en blanc et noir, un jour, j'ai eu une annulation et j'ai appelé François Frédéric pour savoir s'il était libre, comme j'aurais pu appeler d'autres personnes. Et il m'a dit, oui, mais alors je ne peux jouer qu'une chose, c'est la Hammerklavier. Mon émission faisait 50 minutes et la Hammerklavier durait 48. À l'époque, il la jouait très lentement. Donc, alors j'ai dit oui, bah écoute, bien sûr, si tu veux, mais c'était très étrange qu'on me dise je ne peux jouer que ça. Alors pourquoi? J'explique, parce que justement, il partait en tournée avec 7 sonates qu'il jouait 5, 6 ou 7 fois en Allemagne, un peu partout, et il était vraiment dans dans Beethoven. Voilà. Déjà dans Beethoven, de toute façon. Et à ce concert en blanc et noir, j'ai demandé au responsable du service disque de Radio France de descendre au studio et de venir écouter. Et j'ai dit, il faut que vous veniez écouter, c'est intéressant, il faut que vous entendiez ça. Et voilà. Et puis il est ressorti et il était emballé. Il a tout de suite dit à François Frédéric, mais on va faire le disque parce que c'est exceptionnel. Voilà. Et ce disque a été fait en 96, il est sorti en 97 et François Frédéric a eu une demi-page dans Le Monde, effectivement, où on le comparait à Richter. Enfin bon, ça a été un peu le début de la carrière. Mais j'ai l'impression que vous ne voulez pas en parler. Mais si, mais parlons-en. Mais voilà. Ça, c'était pendant les 4 ans pendant lesquels on s'est vus de manière tout à fait professionnelle. Voilà, et il venait de temps en temps à l'émission, on se rencontrait, et puis... Voilà, et puis le temps a passé, et au bout de 4 ans, en fait, on a eu un coup de foudre amoureux. Alors lui, il va vous dire que le coup de foudre, il l'avait eu 4 ans avant. Mais moi, non. M'étonne pas. Enfin, moi, j'avais entendu des choses de sa part. Alors, on en apprend vraiment tous les jours, même au bout de voilà, et de 20 donc, ans. Vous êtes Madame François Frédéric, Anne-Marie Rébigui. Voilà, exactement. Je suis Madame Guy. Comme quoi, les événements comme ceux de 1999 qu'on évoquait sont des ruptures terribles, des chocs, et puis en même temps, ça crée des choses tout à fait incroyables. Et j'en arrive à la question évidente. Je vous présentais Anne-Marie Rébigui comme productrice de concerts. De productrice de radio, vous êtes devenue productrice de concert et vous évoquiez le fait que c'était pas si simple, si évident comme ça en 1999. Mais quand même, depuis, vous en avez produit des concerts. Comment est-ce qu'on devient productrice de concert? Mais on devient... Ça aussi, c'est les bonheurs de la vie, les hasards. Moi, je suis quelqu'un d'assez positif, donc je fais attention autour de moi, les chances. Je pense que beaucoup de gens ont des chances, qu'après on les saisit, on ne les saisit pas. Alors cette chance-là, vous l'avez saisie grâce à qui? Alors je l'ai saisie tout simplement grâce à Radio France. Mais oui, parce que à Radio France, dans les derniers mois, j'ai eu une assistante que j'aimais beaucoup, Marie-Gabrielle de Saint-Venant, pour ne pas la nommer. Et lorsque donc je suis partie de Radio France, j'ai d'abord eu au mois de septembre un coup de fil des éditions Le Moine ils m'ont demandé de monter un label de musique contemporaine. Et j'étais extrêmement touchée de leur confiance. On l'a monté, c'est un label qui s'appelle Éon et que je ne dirige plus, mais qui existe encore, je crois. Et dans un deuxième temps, le mois suivant, j'ai eu un coup de fil de Marie-Gabrielle qui m'a dit ah mais Anne-Marie, vous savez, j'ai été nommée à la communication d'un endroit très étrange, mais je ne sais pas pourquoi, je vous imagine là, avec les jeunes musiciens, vous pourriez faire quelque chose, vous connaissez c'est sûrement pas cet endroit, mais ça vaut la peine, venez me voir, on ira visiter ensemble. Bon, je dis, mais alors c'est où, c'est quoi? Elle me dit, les Serres d'Auteuil. Alors,
j'ai explosé de rire parce que moi, j'étais boulonnaise de naissance et mes parents me promenaient en landau tous les dimanches au Cerf d'Auteuil. Magnifique endroit. Voilà, c'était un endroit... Dont il faut parler au passé, parce qu'il y a eu toute une histoire. Oui, mais c'est vrai mais que oui. j'étais très étonnée de... En plus, c'était très étrange parce que j'ai une magnifique photo de ma mère qui me tient dans ses bras. Je devais avoir 1 mois ou 2 devant la serre où j'ai fait ces concerts. C'est beau, après. ça, oui. C'est très étonnant. Alors, c'est une photo que je connais depuis peu, mais c'est bon. Oui, c'est étrange, c'est très étrange. Étrange, mais c'est très positif. Enfin, tout a été vraiment... donc, voilà, et comme je faisais une émission en direct à France Musique avec tous ces pianistes, évidemment, j'avais un certain carnet d'adresses et j'avais envie de continuer la musique vivante. Moi, c'était ce qui m'intéressait et ce que France Musique m'a donné les moyens d'exploiter, c'était la musique vivante, le contact avec les musiciens, l'ouverture de répertoire. Donc, j'ai eu envie de ça et j'ai fait des tests acoustiques au Cerf d'Auteuil. Et on a vu qu'avec quelques arrangements, on pouvait faire des concerts. Donc, voilà, j'en ai fait... j'ai monté ce festival entre 2000 et 2012, j'étais là-bas, et en 2012, je suis partie à cause des travaux de la Fédération française de tennis, voilà, qui a décidé d'investir un peu beaucoup le terrain. Et de supprimer et de détruire les serres. De détruire certaines serres et d'en conserver d'autres. La mienne, entre guillemets, a été conservée, mais les jardiniers ont voulu planter en pleine terre pour qu'il n'y ait pas de problème, voilà. Et quand même, j'ai toujours espéré un retour aux serres, même si l'endroit où nous organisons le festival est un endroit magnifique, puisqu'il s'agit du parc de Bagatelle, de l'orangerie du parc de Bagatelle, depuis maintenant 7 ans, ça va être la 7e année là-bas, mais j'ai toujours eu envie de retourner au Cerf, bien sûr. Merci Anne-Marie Réby. Merci à vous. Alain O'Haraud, bonjour. Bonjour Marc. Alors, est-ce que je vous définis comme guitariste, comme poète, comme peintre? Peintre? Non. Comme peintre, non. Non, non mais non, peintre, j'ai envie de dire, oui. de la musique des mots. On va dire peut-être tout ça à la fois. Tout ça à la fois. Il n'y a pas de petites cases. Ouais. Tout se mélange et tout ça fait un tout. Mais tout a commencé par quoi? Par la musique, par la guitare, par la poésie, par les mots, par quoi? Alors tout a commencé pas par la guitare c'est venu après. Tout a commencé, on va dire, en même temps, par la musique et par les mots. Les mots, c'est ma langue maternelle, malgré tout. Peut-être encore plus que la musique, parce que la musique, ça vient après le choc d'une écoute. Mais les mots étaient déjà là, sans le savoir, vont pas... disons que ce sont donc deux langages, deux façons de s'exprimer qui ont toujours été en parallèle. Et alors l'instrument, vous disiez à l'instant, Alain, la guitare, c'était pas immédiat. Non, la guitare, c'est tout à fait par hasard. Mon rêve, c'était d'apprendre le piano, d'être pianiste. Tiens. Chacun ses rêves. Mais oui, bien sûr, bien sûr. J'ai eu le même. En blanc et noir. Et puis bon, pour X raisons, ça ne s'est pas fait. Mais je voulais à tout prix quand même faire de la musique. Je vais commencer un petit peu à bricoler de mon côté, avec une flûte à bec, enfin bref. Mais je voulais un instrument qui soit un instrument polyphonique, puisque le piano est un instrument polyphonique. Et il se trouvait qu'il y avait une petite guitare qui traînait à la maison. Je devais avoir 14 ans peut-être. Ah oui, donc ce n'est pas tout de suite. C'est effectivement pas tout de suite, quand vous êtes adolescent. Voilà. Oui. Et donc j'ai pris cet instrument à défaut de piano. Sans connaître d'ailleurs le répertoire de la guitare, avec même une espèce de mépris pour cet instrument, avec un son tout petit, alors que le piano, c'est quelque chose d'imposant, qui a une stature et qui a un répertoire. À l'époque, j'écoutais quoi? J'écoutais le répertoire romantique, j'écoutais Chopin, j'écoutais Schumann, j'écoutais Beethoven.
et en me disant, naïvement, que j'allais rencontrer à la guitare, puisque c'est un instrument polyphonique, le même répertoire. Oui, là, ça a dû être le choc. Donc j'ai cherché longtemps, mais je n'ai pas trouvé. Bon, comment est-ce que, à partir du moment où on prend une petite guitare parce qu'elle est chez soi, on devient ensuite professeur de guitare? C'est-à-dire que ça a été vraiment une passion, une envie, un coup de foudre immédiat après? Immédiat, non, mais l'important était de faire de la musique. Donc, j'ai appris à aimer cet instrument, petit à petit, à découvrir son répertoire, à découvrir sa richesse, ses qualités sonores, ses variétés de timbres, la beauté même de son répertoire, qui n'est pas forcément très très connu du grand public. Et puis il vient un moment où il faut choisir quelque chose dans sa vie, donc et c'est toujours après le bac. Donc après le bac, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je m'oriente vers la littérature? Parce que j'ai fait des études de lettres, on va dire. J'ai passé un bac littéraire. Ce n'est pas très étonnant, finalement. Oui, finalement. Ou est-ce que je fais de la musique? Oui. Ben, j'ai finalement choisi de faire de la musique. Donc, je suis rentré par le biais des études de musicologie aux facultés. Je suis rentré au Conservatoire de Nice. Et puis voilà, j'ai poursuivi. Et donc, vous êtes toujours professeur au Conservatoire des Landes, c'est ça, professeur de guitare. Toujours. Bon, mais ça, c'est l'aspect musique. Oui. L'aspect parole, l'aspect intime. J'ai l'impression qu'il y a un lien très intime, en fait, entre cet instrument-là, la guitare. On ne joue pas que pour soi, mais on n'a pas besoin, il ne faut pas une grande salle pour faire entendre cette guitare. Et puis cette intimité du mot que vous recherchez, quand est-ce que vous avez commencé à écrire de la poésie? Il y a longtemps, puisque ça s'est fait vraiment à la même époque. Et je m'y suis remis il y a quelques années seulement, on va dire dans les années 2012. Ah oui, mais donc c'est récent. C'est très récent. La réécriture est devenue récente. Jusqu'à présent, j'étais dans l'activité professionnelle qui était mienne, qui est toujours la mienne d'ailleurs. Très prenante, professeur, mais il y a quelque chose d'intérieur là qui... Oui, qui ressurgit, c'est une nécessité intérieure. Mais dans l'activité professeur, il y a quand même la parole qui est là, qui est présente. On ne déclame pas des vers devant les élèves, bien sûr, on ne fait pas de la poésie, mais on raconte des histoires. Et on se jette à soi-même des clins d'œil, des petits défis. Et je crois que c'est un passage qui se fait tout à fait naturellement. Il n'y a pas un moment donné où je vais me dire « Tiens, je vais écrire », parce que non, c'est une nécessité intérieure, un besoin d'exprimer quelque chose, en plus de ce qu'on peut exprimer avec un instrument. Longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Alors, l'âme des poètes de Charles Trenet, ça nous ramène loin, mais c'est une certaine définition de la poésie, je trouve. Quelque chose d'évanescent, mais que Trenet, lui-même poète, allie toujours à la musique, justement. Alors, est-ce que vous, Alain O'Haraud, lorsque vous êtes devant la feuille blanche, est-ce que vous pensez musique avant les mots? Est-ce que la musique intervient comme cela? Alors, devant la feuille blanche, c'est amusant d'entendre ça, parce que justement, je suis jamais devant la feuille blanche. Ah. Et pourquoi? Parce que c'est pas ma méthode. Parce que j'ai besoin d'être libre de mes mains. J'ai besoin éventuellement de pouvoir marcher, de pouvoir bouger, de pouvoir avancer. J'écris d'oreille.
C'est-à-dire que j'ai besoin d'entendre, avant même le sens vraiment de la parole, j'ai besoin d'entendre la musique que ça va faire. Voilà. C'est cette façon-là de faire qui m'est personnelle, mais qui est un peu particulière, et qui est, je pense, en relation directe avec le métier de musicien, la formation de musicien que j'ai. Je ne suis pas compositeur, mais j'imagine qu'un compositeur écrit d'oreille, même si devant une feuille blanche ou devant parfois avec son instrument, mais il écrit d'oreille, c'est-à-dire on entend. Et l'écriture musicale, pour avoir du sens, on a besoin d'une structure très rigoureuse. Puis la structure est précise, puis elle est rigoureuse. Même si on ne l'aperçoit pas, cette structure, c'est elle qui va donner du sens et qui va permettre de se dire en écoutant, oui, ça c'est un morceau de musique, c'est pas n'importe quoi. Et j'ai besoin de cette structure-là pour écrire. J'ai besoin de prévoir cette structure-là intérieurement et de l'écouter. Et puis l'écoute, c'est pas uniquement l'écoute de sa propre voix, c'est l'écoute de ce qu'il y a autour. Tout à l'heure, vous parliez de peinture, et ça m'a fait penser à Monet à Giverny. Et comme Monet disait, je ne peins pas le motif, mais ce qu'il y a entre le motif et moi. Mais pour pouvoir peindre ce qu'il y a entre le motif et soi, il faut être vraiment à l'écoute. Monet est un peintre qui écoute. Justement, c'est assez drôle parce que vous parlez de Monet, de Giverny, dans votre dernier opus poétique qui s'appelle Préludes et fugues. Décidément, la musique est oui, bien présente. Hein. Il y a une fugue qui s'appelle Eau de couleur à Giverny. Et juste avant, dans le prélude, il y a ceci. Vous parliez de feuilles blanches. Ici, on va parler de blanc, mais d'un autre blanc. Ne retenez que la lumière. Un instant, tout s'éclaire. Chemise blanche, plus éclatant encore sous le blanc, le mystère d'accepter et de vouloir. Nous prenons l'équilibre, plus certain que le sol sous nos pieds et plus libre que l'air dans le vent. J'ai l'impression que c'est un autoportrait. Ah, l'écriture est très liée à des événements personnels. Quand je dis des événements personnels, ce sont des événements qui sont liés à un contexte, liés à un moment très précis, avec des personnes qui sont soit présentes sur le moment, soit des personnes qui sont imaginées ou repensées parce qu'elles étaient là à un autre moment. Il y a ce jeu permanent entre l'un et l'autre, cet aller-retour entre ce qui a été, ce qui est, donc ce qui crée une forme de dialogue, donc de fugue, entre des voix qui sont indépendantes, mais qui sont en même temps concordantes. Puisque pour que la fugue fonctionne, il faut que les voix soient concordantes. Vous avez écrit depuis quelques années plusieurs recueils de poèmes. Il y a 4 saisons plus une. Il y a Lettres en vacances, donc Préludes et fugues, là, le dernier que j'évoquais. Et puis il y en a un qui s'appelle À jour. J'aime bien ce titre, simplement ce titre, parce que on l'écrit en un seul mot, à jour. À quoi est-ce que vous faites référence? À quelle lumière, là? Plutôt du blanc que du noir, de toute façon. Le jour. Plutôt du blanc. Évidemment, c'est un seul mot, effectivement, mais c'est un mot qui contient plusieurs sens, plusieurs possibilités. On joue avec les mots, bien sûr. À jour, c'est ce petit trou par où passe la lumière. Mais à jour, si on le coupe en deux, ça veut dire qu'on est à jour, c'est-à-dire qu'on est avec soi-même, qu'on a trouvé quelque chose avec soi-même qu'on cherchait et qu'on n'avait pas. Il y a ce lien, et c'est d'être à jour avec soi-même qui donne cette lumière. Et cette poésie qui serait une sorte de parole musicale, alors? Oui. Vraiment? Oui. J'ai besoin des deux. Les deux sont complémentaires. Je ne peux pas dire... Et c'est une chose vraiment très importante pour moi. J'ai besoin, quand j'écris, d'écrire à voix haute. Donc j'écris avec une intonation qui ne sera peut-être pas forcément celle qu'aura le lecteur. Mais j'ai besoin de mettre la cadence, de mettre le rythme, d'avoir un phrasé, d'avoir mes points comme ça, de
de couleurs, j'organise mes formes, j'organise mes instruments, et j'ai besoin de cette forme-là. Cette forme est aussi importante pour moi que le sens même, que le pouvoir sémantique des mots. La forme est un élément du sens, ce qui donne un sens à ce qu'on fait. C'est ce qui donne un sens, et le mot sens est un mot aussi multiple, puisqu'il y a le sens des mots, il y a le sens, la direction dans laquelle on va. Et en musique, quand on étudie un morceau, on se dit, mais on va dans quel sens ? Et dans quel sens c'est ce que vous donnez à instrument ? Vous disiez à l'instant, j'ai besoin de mes instruments. Mes instruments, c'est ce qui va donner voix à toutes les voix qui tournent, toutes les voix qu'on entend, tous les éléments, que ce soit la voix de quelqu'un qui est présent, que ce soit la mienne, ou comme je disais tout à l'heure, la voix de Giverny, la voix de Claude Monet, on va dire. Merci pour votre voix, Alain Noirot. Merci. Alors, je vous le disais tout à l'heure, troisième moment, après avoir fait connaissance avec Anne-Marie Réby d'un côté, Alain Noirot de l'autre, les voici ensemble pour parler couleurs, pour parler jardin, pour parler de bagatelle. Bon voyage. Si nous parlions des roses, du rire rouge et des leçons de choses, de l'impatience du soleil dessus les ronces rouilles, là où plus rien ne bouge. Si nous prenions le vent de la parole les nuits de veille, le quart restant des tours de garde, et les petits matins des sentinelles endormies, la course rythme le vent des plaines, qui porte l'une, qui porte l'autre. C'est l'alchimie des ombres reines, lorsque l'on rit de voir les roses et que l'on dit le nom des choses. Alors pour partir à la rencontre de deux solistes de bagatelle, c'est comme ça que j'ai envie de vous appeler dans notre rendez-vous à trois, je voudrais commencer par un petit extrait de Préludes et fugues d'Alain Noirot, un extrait d'une de vos poésies, Alain. Tout à l'heure, nous évoquions en blanc et noir le piano, et puis le blanc du côté soit de la chemise, de la feuille blanche. Ici, il s'agit de couleur. La couleur appartient à ceux qui l'ont vue, ceux qui la vivent. Il n'est pas de fiction, d'invention qui puisse dépasser le regard de ceux qui ont croisé l'eau comme ils ont croisé leurs mains. C'est inspiré par Giverny, c'est cela, Alain? C'est exact. Alors pourquoi? Parce que les couleurs de Monet, les couleurs du jardin? C'est les couleurs de Monet, bien sûr, c'est les couleurs de jardin, et c'est les couleurs intérieures de ceux qui étaient là. C'est ce mélange des trois qui fait l'invention poétique, finalement. Je crois. Alors, je vous nommais comme deux solistes de bagatelle, parce que c'est le titre, soliste de bagatelle, de votre festival à Bagatelle, Anne-Marie Réby. Et depuis quand? Oui, depuis 2012 à Bagatelle, avant au Cerf d'Auteuil. Ce qu'on disait tout à l'heure, mais comment est-ce arrivé? Parce que quand, comme cela, on vous dit, bon, on va vous détruire l'endroit où vous faisiez votre festival, ça s'arrête, il faut trouver un autre lieu. Oui, et la mairie de Paris donc m'a demandé de partir des Cerfs d'Auteuil et j'ai voulu trouver un autre endroit, bien sûr en concertation avec la mairie, et je n'ai mis qu'une seule condition, c'est que ce fût dans un endroit clos, mais dans un jardin. Ça limitait les choses. Certes, mais Paris, oui. À Paris, c'est très compliqué. Il y a les serres André Citroën, mais qui n'étaient acoustiquement pas possibles. Oui. Et puis, il y a cette orangerie de Bagatelle dans un parc magnifique, mais où ont lieu d'autres festivals. Oui, donc, c'est ça, il faut arriver à se... Voilà. Et puis, il y a quand même le festival Chopin là-bas, qui est un festival de piano. Oui. Donc, voilà, ça a été un petit peu compliqué, évidemment, au début. Mais donc, j'ai pu garder quand même les dates du festival des Cerfs d'Auteuil, c'est-à-dire début septembre. Et nous sommes là-bas depuis 2012. Alors, Alain Noirot, pourquoi Bagatelle? Qu'est-ce que ce jardin évoque pour vous? Parce que j'ai l'impression que c'est un jardin qui compte beaucoup.
C'est un jardin extraordinaire, comme disait très bien, Oui. dont on parlait tout à l'heure. Oui, c'est un jardin qui compte beaucoup. C'est un jardin qui a une histoire étonnante et très longue, une histoire très riche, et donc une vie très riche, une vie humaine très, très, très riche. C'est également un jardin que j'ai connu en réalité, bien après l'avoir, entre guillemets, imaginé, au travers d'un texte dans un autre ouvrage. Enfin, imaginé. Disons que j'avais écrit un texte qui ressemblait à Bagatelle, sans que je le sache. Et c'est quand j'ai découvert Bagatelle, que je me suis promené à Bagatelle, que j'ai fait le lien entre ce texte et le jardin de Bagatelle. Donc c'est un premier choc, ça, de voir une image concrète qu'on avait pensée, qui n'existait que dans sa tête, en fin de compte. Et de se rendre compte qu'il y a des histoires comme ça qui se croisent à notre insu. Alors j'ai choisi cette musique signée Rachmaninoff, une de ses études tableau, parce que je trouvais qu'à la fois c'était dans cette atmosphère que vous évoquiez, Alain en l'occurrence, et puis dans le cadre de toutes les rencontres musicales que vous avez eues, Anne-Marie. C'était Nicolas Angelich qui jouait lors de son premier enregistrement, il y a plus de 25 ans, en 1994. On ne le connaissait pas du tout à l'époque. Et vous l'avez reçu, vous le recevez. Qui recevez-vous dans le cadre justement de ces solistes de Bagatelle? Uniquement les pianistes? Oui. Uniquement. On est des pianistes, et puis lorsqu'ils ont une carte blanche, ils donnent 2 concerts dans la journée. Pour le deuxième, ils invitent un partenaire. Et on a donc un concert de musique de chambre à 18h et un récital à 16h. Oui, je me souviens très bien de ces années-là avec Nicolas. 94, donc je travaillais à France Musique, et c'était cette collection des nouveaux interprètes dans laquelle il a enregistré ces magnifiques études tableaux de Rachmaninoff qui sont vraiment un cycle sublime qu'il joue divinement bien. Et c'était une personne assez étrange, Nicolas. Il était assez timide. Il était en France depuis l'âge de 13 ans, donc depuis très peu de temps, en fait. Hein, oui, même pas une dizaine d'années. Non, à peine. Oui. Voilà, il travaillait avec sa mère, il travaillait avec Yvonne Loriot au conservatoire. Et c'était un être extrêmement fragile, sous ses allures de colosse. Et il n'avait pas de concert, oui. Je me souviens très bien. Il était sans concert et personne ne s'occupait de lui, en fait. Et alors, il était extrêmement doué. Et puis, et alors, il me parlait, il me disait, mais moi, j'ai pas de concert, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des concerts? Et son ami de toujours, François-Frédéric Guy, lui disait, mais tu verras, un jour, ça viendra, etc. Puis un jour, c'est venu, et maintenant, il fait une carrière absolument brillante. Brillante, internationale. Absolument. Il est revenu oui, et je l'ai invité en 2000, à la première édition. Oui. Et puis je l'ai réinvité en 2005 et en 2009 pour les 10 ans. Et j'aimerais évidemment beaucoup l'année prochaine l'inviter pour les 20 ans. Mais je ne sais pas si son calendrier lui permettra. Le permettra. Oui. Alain O'Haraud, quand vous allez à Bagatelle, qu'est-ce que vous cherchez? La couleur des roses, l'air du temps, l'esprit des lieux? Je ne sais pas si on cherche. On trouve, comme disait Picasso. Exactement. Oui, c'est ça.
ça vient. C'est-à-dire qu'on est à l'écoute, il faut être à l'écoute. Si je me dis je vais chercher ça, ça n'a plus d'intérêt, parce que ça va être moi, uniquement moi, qui vais déballer mes petites histoires qui n'ont d'intérêt que pour moi. C'est être à l'écoute. C'est l'écoute de lieux, c'est l'écoute comme on écoute de la musique. Pareil, c'est une attention permanente. Écouter de la musique, ça nécessite cette attention quand on est en salle de concert. Voilà. On doit écouter, faire un petit peu abstraction de ce que l'on voit. Et c'est une chose très importante qui se perd un petit peu peut-être de nos jours, c'est dommage. Mais de revenir à cette écoute, et qui correspond à l'écoute intérieure, qui correspond vraiment à... C'est là où on trouve peut-être, je pense, davantage l'âme humaine dans cette écoute. Alors dans Préludes et Fugues, j'y reviens, hein, votre recueil de poésie, on évoquait tout à l'heure l'eau de couleur à Giverny, mais il y a tout un passage de fugue qui s'appelle « Eau de rose à Bagatelle ». C'est logique. Vous allez respirer justement les roses l'un et l'autre, Anne-Marie? Être dans cette roseraie, c'est un endroit vraiment extraordinaire, quoi. Oui, il y a quelque chose de magique lorsque l'on sort du concert pour l'entracte ou avant de rentrer, il y a des effluves comme ça qui passent. J'ai envie de vous citer justement dans Préludes et Fugues, Alain O'Haraud. Chaque allée remontait le temps d'y avoir déjà vécu dans l'imaginaire. Voilà comment vous ouvrez votre poésie. J'ai l'impression, là, qu'on est déjà dans le lieu. Hein. Oui. C'est ça, remonter le temps et l'imaginaire. C'est Bagatelle, c'est à l'intérieur de Bagatelle que vous avez eu envie de composer, vous avez vu, hein, j'ai dit composer ce poème. C'est là que ça s'est passé ou bien pas du tout, c'est l'imaginaire de Bagatelle? Il y a eu l'imaginaire de Bagatelle et puis après il y a eu le voyage, si on peut appeler ça un voyage à Bagatelle. Et après, on revient chargé de ces... Sur le moment, il se passe peut-être presque rien qu'on ne ressente fortement. Et il y a une décantation qui se fait, et c'est après qu'on relie tous les éléments ensemble. Et après, comme vous l'écrivez vous-même, à cet instant, nous sommes entrés dans le monde. J'ai choisi la surprise, parce qu'on ne s'attend pas à entendre Claude Debussy jouer à la guitare. Hein. Ils sont plusieurs. Là. Ils sont deux. Il y a Ida Presti et Alexandre Lagoya, interprètes donc de Debussy ici. Parce que je me disais que ça correspondait vraiment à la réunion de vous deux, en fait. Piano, guitare. Lorsque l'on avait parlé, Alain O'Haraud, de choix de musique et de guitariste, vous avez tout de suite pensé à Ida Presti. Pourquoi elle? Parce que c'est une guitariste qui m'a marqué, bien sûr, à l'époque où j'ai découvert réellement la guitare, pas à l'époque où j'ai commencé la guitare, donc un petit peu plus tard. Et c'est, au-delà de ça, c'est aussi la filiation de l'enseignement, puisque mes professeurs étaient élève du duo Presti-Lagoya. Et chez Ida Presti, il y a une chose moi qui me fascine, qui me marque, c'est sa façon de modeler le son et d'en faire une vraie matière avec de la couleur, justement. Alors cette couleur, on la retrouve non seulement dans les fleurs de Bagatelle, mais on la retrouve dans les palettes des pianistes qui viennent
aux solistes de Bagatelle. Vous leur proposez à chaque fois, Anne-Marie Réby, un programme où c'est eux qui viennent avec leurs propositions. Comment se fait ce partage, si l'on peut dire, du choix artistique? Oui, c'est vraiment un partage. En fait, le cahier des charges que je me suis donné dès l'année 2000, c'est d'organiser des concerts d'1 heure sans entracte, avec obligatoirement une pièce de musique contemporaine d'une dizaine de minutes à chaque concert. Donc, alors, le festival se déroulant début septembre, je fais évidemment très attention que les musiciens puissent jouer des choses qu'ils ont jouées tout l'été. Voilà, je leur demande pas de monter quelque chose précisément pour le 2 septembre, alors qu'ils ont fait les festivals d'été. Donc ça, c'est pour le répertoire. Bien sûr, je ne souhaite pas qu'il y ait 2 fois la même œuvre au programme, puisque j'ai 3 semaines de festival, 3 week-ends. Et puis sinon, pour la pièce de musique contemporaine, là, c'est un choix partagé, proposé quand les artistes sont très ouverts mais qu'ils n'ont pas vraiment d'idée, parce que mon idée au départ était de faire jouer la musique contemporaine justement par des musiciens qui ne soient pas spécialisés, mais par des musiciens tout court, qui sont intéressés et non pas spécialisés. Donc, tous les grands noms de la musique contemporaine passent par là. Hein. Oui. Les compositeurs viennent tous. C'est vrai. Tristan Murail. Bien sûr. Enfin, je sais pas, on pourrait les citer. Et ils sont joués pas uniquement par des gens qui ne font que de la musique contemporaine, bien sûr. Et voilà, donc je propose plusieurs pièces que j'aurais éventuellement imaginées dans le programme qu'ils m'ont proposé. Et puis, il y a eu de très belles découvertes, justement, avec des artistes comme Philippe Bianconi, je me souviens, avec Cédric Tiberghien, à qui j'avais proposé une pièce formidable du compositeur anglais George Benjamin, voilà, qui a joué ses sortilèges, qui les a rejoués après plusieurs fois. Et voilà, quand l'osmose se fait entre les deux, l'interprète et le compositeur, je suis vraiment contente. Et puis après, évidemment, je suis très à l'écoute des pièces qu'ils peuvent proposer, ça c'est sûr. Et tout ça se fait dans le pavillon des Azalées, c'est ça? L'Orangerie. De l'Orangerie. L'Orangerie de Bagatelle. Le pavillon des Azalées, c'était aux serres d'Auteuil. Ah, voilà. Et c'était effectivement une serre dans laquelle on mettait les azalées l'hiver et qu'on sortait l'été pour y entendre la musique. Voilà, au moment de la musique. Voilà. Voilà. Et là, c'est l'Orangerie de Bagatelle. Donc, c'est un joli pavillon qui contenait des tout en longueur, voilà, exactement. Voilà. Oui. Voilà. Alain O'Haraud écrit toujours dans Préludes et Fugues, et à propos de l'eau de rose de Bagatelle, d'ailleurs les programmes des serres de Bagatelle sont tous sauf à l'eau de rose, hein, là c'est peut-être ce qui est franchement différent, mais vous écrivez « Si nous tournions premier regard vers le jour clair qui veut apprendre de s'être enfoui dans la mémoire comme l'enfance alors disait ». Moi je trouve que rien qu'à lire cela, et avant, la première fois que je l'ai lu, c'était dans La Voix intérieure. Il y a la musique. Oui. Il y a vraiment une musique qui parle. Eh bien, écoutez, c'est en tout cas ce que j'essaye de faire. Et la voix de l'enfance. La voix de l'enfance. Et l'enfance est importante, oui. C'est la voix de la vérité, on va dire. De la vérité. C'est la vérité de soi-même. C'est-à-dire qu'après l'enfance, il y a des multiples couches qui passent par-dessus et qui nous éloignent justement bien souvent de cette réalité-là, de cette vérité. Et retourner vers cette image de l'enfance, pas une image béate, bien sûr, pas une image d'Épinal, c'est une quête qui est importante parce que c'est, à la fin de compte, on va peut-être pouvoir se dire, oui, j'ai réussi ce que je devais être. Et c'est formidable parce que rien qu'en parlant comme ça, vous parlez comme, je dirais, en poète, au sens où, au lieu de dire en fin de compte, vous dites à la fin du conte. C'est beau, ça. Alors nous sommes d'ailleurs... C'est le Sud. C'est le Sud. C'est le Sud. Oh, non, il a raison. Et comme nous sommes à la fin, non pas de ce conte, mais de cet entretien, je vous remercie tous les deux, et puis je vous souhaite un bel été, une belle année à Bagatelle, et plein de roses et de couleurs.
Merci. Marc. Merci. Si nous prenions bonjour, comme il suffit de le vouloir, ce temps qui frôle derrière le cou, comme il suffit de le savoir, simple comme bonjour, laissant les rêves derrière les draps. Si nous tournions, premier regard, vers le jour clair qui veut apprendre de s'être enfoui dans la mémoire comme l'enfance, alors disait: le rythme court au vent des plaines. Nous avons dit le nom des choses et porte en rose à nos défaites. Le soleil passe où tout s'éveille.